Donc pour l'exercice 8, on avait deux ensembles, grand D et grand P, et donc on demande de déterminer le projeté d'un vecteur X, donc un triplet X, Y, Z de R3, enfin, ou qui, on va l'appeler correctement qui, donc d'un vecteur qui, sur P parallèlement à D. Et donc il faut déterminer le projeté, donc c'est-à-dire déterminer les coordonnées du projeté en fonction de X, Y et Z. Alors D et P évidemment doivent être des espaces vectoriels. Alors on le prouve très simplement, même si c'est pas demandé. Donc comme je disais hier, D c'est l'ensemble des triplets X, Y, Z qui vérifient un certain système. Donc en fait c'est l'ensemble enfin, du noyau, si vous voulez, enfin, du noyau, non, il faut que j'écrive une application. Donc en tout cas, c'est un sous-espace vectoriel, puisque le système, c'est un système linéaire, donc il est stable par combinaison linéaire. Et puis, donc pour D, en fait, comme je l'ai dit hier, puisque l'équation est l'équation x égale y égale z doit être vérifiée par tous les triplets de coordonnées x, y, z, et bien si on prend par exemple pour x 1, donc on a le vecteur 1, 1, 1 qui est dans D, et tous les autres vecteurs sont collinéaires au vecteur A1, 1. Donc en fait, D, très simplement, c'est une droite vectorielle, et D est égal à vect de 1, 1. Donc l'écriture D égale vect de 1, 1, 1, je suis en train de chercher mes petits stylos, là, voilà, mes petits encadrés. Donc cette écriture-ci qu'on va réutiliser, il faut que vous arriviez là très rapidement, voire même directement que ce soit une des premières choses que vous écriviez. Voilà. Donc la dimension de D, c'est 1. Alors donc on projette sur un espace de dimension 1, sur une droite, très bien. Pour l'espace P, alors c'est à peine plus compliqué, donc à P on peut très bien considérer, comme on en a déjà parlé, l'application qui va de R3, donc il y a X, Y, Z, que j'ai écrite ici, que j'ai nommé phi, l'application, et qui a X, Y, Z associe, 2X plus Y. Et donc si on considère cette application phi, et bien dans ces cas-là, les éléments de P sont ceux qui par phi ont une image nulle, les vecteurs de P sont ceux qui par phi ont une image nulle, et donc les vecteurs de P forment donc le noyau de la forme linéaire phi. Donc il est aussi important que très rapidement vous soyez capable de dire que P finalement on peut le voir comme le noyau d'une forme linéaire, et en tant que noyau d'une forme linéaire, bien entendu, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et en plus, comme c'est le noyau d'une forme linéaire, on a vu que le noyau d'une forme linéaire, avec le théorème du rang, puisque la forme linéaire là n'est pas nulle, donc l'image est de dimension 1, donc le noyau est de dimension de R3-1, c'est-à-dire dimension 2. Donc on retrouve le fait que P est, on trouve le fait que P est de dimension 2. Voilà. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, même si on ne l'utilisera pas tout de suite, c'est d'avoir une base de P. Comment avoir une base de P? Il suffit, puisque c'est un espace vectoriel de dimension 2, d'en avoir deux vecteurs non collinéaires. Donc ce que j'ai pris, j'ai pris 1, moins 2, 0, parce que vu l'équation 1 moins 2 fois 1 moins 2, ça fait bien 0. Et puis comme on n'a aucune, pour le deuxième vecteur, comme on n'a aucune condition sur z, eh bien j'ai pris tout simplement 0, 0, 1. Voilà, et 0, 0 vérifie bien l'équation, et puis le 1, il est non nul, c'est un vecteur non nul, il est non collinaire au premier. On a donc une famille libre de deux vecteurs, donc attention, un non collinaire libre, c'est équivalent uniquement pour deux vecteurs. Et donc on a une famille libre de deux vecteurs, 2P, donc on a bien une base 2P. Alors même si on ne l'utilise pas tout de suite, on pourra vérifier ça. Et enfin, on retrouve bien le fait que si on fait une projection, donc on nous dit, pardon, excusez-moi, ça saute, si on nous dit qu'on projette sur P parallèlement à D, il faut que les sous-espaces vectoriels de R3, P et D soient en somme directe. Au niveau des dimensions, ça colle bien pour le moment. P est de dimension 2 et D est de dimension 1. Il faut donc, pour avoir la somme directe, s'assurer que l'intersection entre les deux est restreinte au vecteur nul. Et effectivement, tout simplement, puisque D est défini, je l'ai laissé encadrer là par vect de 1, 1, 1, il suffit un vecteur de l'intersection. Ah oui, tiens, j'ai mis D inter D, là, c'est P inter D, bien entendu. Ah ouais, tiens.
Je l'ai pas vu. Et donc, si on prend un vecteur de P inter D, c'est donc entre autres un vecteur de D, donc il est collinéaire à D, mais comme le vecteur D n'est pas dans P, bah, tout multiple non nul de 1 à 1, comme le vecteur 1 à 1 pardon, n'est pas dans P, tout multiple non nul de 1 à 1, donc tout vecteur de la forme alpha, alpha, alpha n'appartient pas à P, sauf si alpha est nul, et donc c'est ce qui prouve que l'intersection c'est le vecteur nul. Bon, en tout cas, jusque-là on n'a pas répondu à l'exercice, mais on s'est assuré qu'on était dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on avait bien deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de R3. Alors maintenant, pour obtenir la décomposition, comme je l'ai dit, hein, et c'est la méthode, on n'a pas le choix, dès qu'on veut obtenir la décomposition, le projeté d'un vecteur sur, alors là, nous c'est sur D parallèlement à P, même si c'était l'inverse, ce serait exactement pareil. Donc pour obtenir le projeté sur D parallèlement à P du vecteur qui, il faut être capable de décomposer qui, c'est ce que j'ai écrit ici, décomposer qui, oui, bah, il ne veut pas s'encadrer, bon tant pis, dans P plus D. Donc si on décompose qui dans P plus D, on peut écrire que la décomposition existe, hein, d'après ce qu'on a vu, elle est unique d'ailleurs, et donc la décomposition de qui est donc égale à D plus P, avec petit d dans D et petit p dans P, évidemment. Alors si D est dans la droite D, nécessairement le vecteur D est collinéaire, donc c'est un multiple de 1 à 1. Donc il va s'écrire sous la forme alpha, 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 donc il existe un alpha tel que le vecteur D soit de la forme alpha, alpha, alpha. À partir du moment où, le vecteur D s'écrit sous la forme alpha, 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 eh bien on a l'écriture, la décomposition de qui sous la forme alpha, 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 plus quoi? Pas plus ce qu'il faut rajouter pour retomber sur x, y, z qui est égal à qui? Donc x moins alpha, y moins alpha, z moins alpha. Mais le deuxième vecteur, puisqu'on sait qu'il y a une unique décomposition dans P plus D, donc le deuxième vecteur doit être un vecteur de P, et donc x moins alpha, y moins alpha, z moins alpha doit être un vecteur de P. Pour être dans P, il doit donc vérifier l'équation 2 fois la première coordonnée plus la deuxième coordonnée égale 0, ce qui implique la valeur de alpha qu'on a donc ici à droite. Il y a tout qui se met en... Voilà, alpha 2x plus y sur 3. Et donc on a bien on a une expression de alpha en fonction de x, y, z, c'est logique, hein, puisque la décomposition dépend de alpha et la décomposition dépend de x, y, z. Donc alpha dépend de x, y, z. Voilà, une fois qu'on a trouvé alpha, eh bien on a la décomposition, donc qui, c'est donc alpha fois 1 à 1, donc ce que j'ai écrit ici. J'espère que vous voyez où j'en suis. Un petit peu en bas là. Et si c'est trop bas, je vais remonter, attendez, je vais remonter, voilà. Je vais remonter, du coup ça m'oblige à effacer le reste, mais c'est pas grave. Voilà, donc on est là. Qui c'est donc alpha fois 1 à 1, plus, eh bien, je vais remplacer alpha par son expression, hein, donc on a trois autres coordonnées pour le vecteur de P. Et une fois qu'on est là, eh bien, le projeté de qui sur P, bah, tout simplement, la composante dans D disparaît, on conserve la composante dans P. Et enfin, pour terminer l'exercice, je disais donc autre méthode, puisque là on n'a pas utilisé la base de P qu'on s'était donné, la base 1, moins 2, 0, 0, 1, 0. Ce qu'on peut faire aussi pour obtenir la décomposition, c'est de se dire, bah, on a une base de D, c'est le vecteur 1, 1, 1. On a une base de P, c'est le couple 1, moins 2, 0 et 0, 0, 1. Donc quand on concatène ces deux bases, on obtient une base de R3 tout entier. Donc ça veut dire que n'importe quel vecteur de R3, en particulier qui, s'écrit, ouais c'est un qui ici, s'écrit alpha fois 1 à 1 plus, enfin alpha 1 fois 1 à 1 plus alpha 2 fois le deuxième vecteur, donc 1 moins 2, 0, plus alpha 3 fois le troisième vecteur. Et donc ce qu'on peut faire, c'est de se dire que qui se décompose sous cette forme-là, à nouveau alpha 1, alpha 2, alpha 3 vont dépendre des coordonnées de qui, donc vont dépendre de x, y, z, et on peut résoudre ce système, trouver alpha 1, alpha 2 et alpha 3 en fonction de x, y et z, et une fois qu'on a cette décomposition de qui, eh bien à nouveau, on va conserver uniquement le alpha 2 fois le deuxième vecteur, plus alpha 3 fois le troisième vecteur de base, puisque le 1, 1, 1 ou alpha 1 fois 1, 1, 1
est dans D, et donc son projeté, pour projeter, son projeté est nul. Donc il va rester que la décomposition ici, et bien entendu on va trouver la même chose qu'au-dessus. Voilà pour l'exercice 9, donc 8, pardon. Donc, voilà. Donc une fois qu'on a vérifié que phi rond phi est égal à phi, on a bien que phi est un projecteur. Alors maintenant, dans la question 2, la question c'est déterminer son noyau et son image. Donc l'image, c'est l'espace sur lequel on projette pour un projecteur, et le noyau pour un projecteur, c'est l'espace parallèlement auquel on projette. Puis vérifier qu'ils sont supplémentaires, puisque de toute façon, on l'a démontré dans le cours, hein, que pour un projecteur, ils étaient toujours supplémentaires. Alors je commence par le noyau parce qu'en général c'est plus simple. Donc un triplet XYZ est dans le noyau si et seulement si son image par phi est nulle. J'ai écrit l'image par phi, je vais juste multiplier par 10 pour simplifier un petit peu les choses. Ça revient à écrire un système. Les trois lignes du système sont proportionnelles, et donc ça équivaut à dire que x plus 2y plus 3z égale 0. Donc voilà ce qui caractérise, hein, puisque c'est une équivalence, ça caractérise les éléments du noyau de phi. Et donc à partir de là, eh bien, donc un vecteur x, y, z est dans ker de phi, si et seulement si, x plus 2y plus 3z égale 0. Mais donc on peut considérer l'application qui a x, y, z associe x plus 2y plus 3z. Si on considère cette application qui a x, y, z associe x plus 2y plus 3z, on a à nouveau une forme linéaire. Et donc les vecteurs de phi sont des vecteurs qui forment le noyau de cette forme linéaire. Comme c'est une forme linéaire dans R3, c'est donc le noyau de phi est un hyperplan de R3. Si c'est un hyperplan de R3, c'est un espace de dimension 2, et donc pour en avoir une base, il suffit de prendre deux vecteurs. Donc j'ai dû regarder voilà, les deux premières coordonnées. Donc si je prends 2 pour x et moins 1 pour y, on a un premier vecteur. Et puis après, j'ai joué avec, j'ai pris y qui est nul, la deuxième coordonnée est nulle, et donc 3 pour x et moins 1 pour y, et donc on a deux vecteurs non collinéaires. À nouveau, comme ce sont seulement deux vecteurs, la non-collinéarité équivaut à la liberté. Voilà. Et donc on a une base de phi. Alors maintenant, il faut s'intéresser à l'image. Et le théorème du rang nous dit que, eh bien, puisque la projection phi est définie sur R3, la dimension de R3 est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Oui, une question? Oui, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé les deux vecteurs? Enfin, 2, moins 1, 0. Enfin, Ouais, c'est qui vérifie l'équation au-dessus, mais enfin, il n'y en a qu'une seule, donc je vois pas comment vous trouvez deux. comment en trouver deux? Eh bien, en fait, il suffit d'en trouver deux non collinaires. Donc pour le premier, j'ai pris z qui était nul. Et donc je me suis dit, quelles coordonnées peut-on prendre pour x et y de façon à trouver 0. Et puis pour le deuxième, j'ai pris la deuxième coordonnée y qui était nulle. Et Ah donc en oui, oui, fait, et à partir de ce moment-là, et bien puisque là on a un 0 par exemple sur la troisième coordonnée, mais pas l'autre, et inversement sur la deuxième coordonnée, on a bien des vecteurs qui sont non collinéaires. ok, ok, nickel, merci. Et on en prend deux puisque c'est un de dimension 2. Puisqu'il y a de dimension 2, puisque c'est un hyperplan de R3, c'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors donc, je disais que pour l'image, maintenant qu'on a le noyau de dimension 2, puisque phi est défini sur R3 qui est de dimension 3, le théorème du rang nous dit donc que le rang de phi est égal à 3 moins la dimension du noyau, 2, donc c'est 1. Donc en fait, le rang de phi, c'est-à-dire l'image de phi, est 1. Donc ça veut dire qu'on va projeter sur une droite vectorielle. Bon, c'est comme dans l'exercice précédent, on projette sur une droite vectorielle, mais bon, c'est juste la seule chose en commun. Voilà. Donc, puisque le rang est 1, c'est-à-dire que la dimension de l'image est 1, donc il suffit de trouver un seul vecteur non nul dans im de phi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir un vecteur non nul, j'ai pris un vecteur de l'espace R3, et puis j'ai calculé son image. Et puis si l'image est non nulle, ça veut dire que le vecteur n'est pas dans le noyau, et donc si l'image est non nulle, c'est que l'image du vecteur est dans l'image, et si elle est non nulle, elle va engendrer l'image. Donc évidemment, j'ai pas pris n'importe lequel, j'ai pris 10, 0, 0 pour avoir une simplification par 10 et puis un résultat qui est simple, et donc l'image de 10, 0, 0, c'est 3, 2, 1. Donc 3, 2, 1 est un vecteur non nul de l'image est de dimension 1, donc l'image est engendrée par le vecteur 3, 2, 1.
Donc ça y est, on a bien une base du noyau et une base de l'image que j'ai pas encadrée, mais je peux le faire maintenant. Voilà, l'image est encadrée, enfin on a une base de l'image encadrée ici. Et donc la dernière question, c'est de s'assurer que im de phi et quart de phi étaient bien supplémentaires dans R3. Alors pour des raisons de dimension, on a un espace de dimension 2, un espace de dimension 3, donc la somme des dimensions est égale à 3, mais la somme des dimensions est égale à la dimension de la somme si et seulement si l'intersection des deux espaces est nulle. Donc la seule chose qui reste à vérifier, c'est que im de phi inter quart de phi est restreint au vecteur nul. Donc pour ça, j'ai pris un vecteur x qui était dans im de phi et inter quart de phi. Il est dans quart de phi, donc il se décompose comme il s'écrit comme une somme d'un vecteur de la base qu'on a là, donc moins 2, 1, 0 et 3, 0, moins 1. Je ne suis peut-être pas bien exprimé. Donc le vecteur de l'intersection là est une combinaison linéaire du vecteur moins 2, 1, 0 et de 3, 0, moins 1. Et puis de même, le vecteur x, y, z qui est dans l'intersection est dans im de phi, donc il est de la forme lambda fois 3, 2, 1. Et donc x, y, z est de la forme lambda fois 3, 2, 1, et puis aussi sous la forme qui est ici. Et donc par unicité de coefficient de x, y, z, eh bien on a... ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a sauté. J'ai dû taper sur mon clavier. Ouais, j'arrive pas à rattraper. Donc, désolé, excusez-moi. Et donc, par unicité de coefficient, on a le système qui est juste à gauche là, de l'équivalence. Donc 2 alpha plus 3 bêta, la première coordonnée est écrite grâce au vecteur du noyau, est égale à 3 lambda, obtenu grâce au vecteur de l'image. Voilà, on a l'égalité. On résout ce système et on trouve que lambda est égal à alpha qui est égal à bêta, qui finalement doit être nul. Donc finalement, le vecteur de l'intersection, le seul vecteur de l'intersection, c'est bien le vecteur nul, et donc les deux espaces sont bien supplémentaires dans R3. L'exercice 10 est un exercice hyper classique, avec des passages simples qu'il faut savoir bien maîtriser, et puis un ou deux qui sont un petit peu plus subtils, où il faut avoir des idées, donc il faut soit vous les trouvez toutes seules, les idées, soit soit vous les apprenez, vous comprenez, et vous réfléchissez, c'est vraiment un grand classique. Donc on a deux projecteurs P et Q, et il faut démontrer que la somme P plus Q est un projecteur. Alors en général c'est faux, hein, mais c'est un projecteur si et seulement si la composée P rond Q et la composée Q rond P, donc dans les deux sens, sont égales au vecteur nul. Voilà, et dans ces cas-là, on a bien un P plus Q qui est un projecteur. Alors, si et seulement si, donc on a une équivalence à démontrer. Il y a un sens qui est simple et un sens qui n'est pas simple, donc on va commencer par le sens difficile. Donc on suppose que P rond Q est un projecteur, et il faut démontrer que... on suppose que P plus Q est un projecteur, et il faut démontrer que P rond Q et que Q rond P sont l'application nulle. Alors, comme P plus Q est un projecteur, c'est l'hypothèse. On utilise cette hypothèse immédiatement, on traduit, et donc ça signifie que P plus Q rond P plus Q est égal à P plus Q. P plus Q rond P plus Q, c'est la composition d'application, on utilise les composés, donc P plus Q rond P plus Q, c'est P rond P plus Q plus Q rond P plus Q. Et puis P rond P plus Q, c'est P rond P plus P rond Q, donc finalement ça va nous donner P rond P plus P rond Q plus Q rond P plus Q rond Q, et qui est égal à P plus Q. On utilise le fait que P est un projecteur, donc P rond P se simplifie en P, et de même, Q rond Q se simplifie en Q. Et on se retrouve avec P plus P rond Q plus Q rond P plus Q est égal à P plus Q. On soustrait les applications linéaires P et Q à droite et à gauche, et on se retrouve avec P rond Q plus Q rond P égale 0. Alors, arrivé là, attention, on ne peut pas conclure que P rond Q est égal à Q rond P, est égal à 0. On a juste P rond Q égale moins Q rond P. Et donc arriver là, c'est pas très difficile. C'est souvent, c'est là qu'il y a véritablement une difficulté. Comment démontrer que alors P rond Q et Q rond P sont opposés, mais pourquoi est-ce qu'ils sont nuls? Et là, il ne s'agit pas de dire bah oui, ils sont opposés donc ils sont nuls. C'est évidemment faux. Alors,
L'idée, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est réutiliser les propriétés des projecteurs, c'est-à-dire que P rond P égale P et Q rond Q est égal à Q. Donc on a cette égalité-là, et donc l'idée c'est de la composer. Alors là j'ai composé à gauche par P. Pourquoi à gauche par P? Parce que ici, dans cette première composition déjà là, on a P qui est à gauche. Donc si on recompose à gauche par P, on aura du P rond P, mais P rond P finalement ça fait rien. Voilà, donc j'ai composé à gauche par P, et donc on va se retrouver avec P rond Q égale, alors à droite c'est un peu plus compliqué, moins P rond Q rond P. Et donc là, je fais quoi? Eh bien, je recompose à droite par P là-dedans. Parce qu'en recomposant à droite, comme on a du P ici à droite, ça ne change rien. Et donc on va se retrouver avec P rond Q rond P, donc on a composé à droite par P, et sur le P rond Q rond P qu'on recompose à droite par P, là ça ne change rien, puisque on a le P rond P égale P. Donc on se retrouve avec P rond Q rond P égale moins Q rond P rond P. Mais le Q rond P attendez. Ah oui, non, excusez-moi. Non, j'ai pas. Pardon. J'ai pas. Pardon. On a. Pour cette ligne-là, là, celle que j'encadre. Je sais pas si vous voyez tout le temps mes encadrés. Donc, cette ligne-ci, pardon, voilà. Je me suis mal exprimé. La ligne qui est encadrée ici, elle est obtenue en partant de l'encadré du haut. Je vais changer de couleur, comme ça, ce sera plus clair. De l'encadré du haut qui est en bleu. Voilà. Donc on part de l'encadré du haut qui est en bleu. J'ai dit pour passer de la page 6 à la page 7, là on compose par P. Donc là j'ai dit qu'on composait par P à gauche. Et ensuite, pour passer à l'encadré en rouge, on passe de l'encadré bleu à l'encadré rouge en composant par P à droite, cette fois-ci. Voilà. Voilà. Donc une fois on compose à gauche et une fois on compose à droite. En composant à gauche, on obtient un premier résultat. Donc mes résultats définitifs, je vais les mettre en violet. On obtient ce premier résultat définitif. Et en composant à droite, on obtient ce deuxième résultat définitif en violet. J'espère que vous voyez bien le violet qui est différent du rouge. Donc on obtient, en composant une fois, voilà, j'ai ces résultats en violet, on obtient en composant à gauche donc les deux résultats en violet, donc P rond Q égale moins P rond Q rond P, et P rond Q rond P égale moins Q rond P. Et donc, puisque avec ces deux décompositions, vous voyez qu'apparaissent dans ces deux résultats en violet P rond Q rond P à chaque fois. Donc on a P rond Q rond P, donc ils sont opposés. Donc ça signifie que les deux là, P rond Q et moins Q rond P, sont opposés. Donc ça signifie que P rond Q égale plus Q rond P. Mais P rond Q égale plus Q rond P, or on avait démontré que P rond Q était égal à moins Q rond P. Donc finalement, on tombe bien sur P rond Q égale plus Q rond P égale 0. Donc c'est là où la difficulté, en fait, la difficulté, elle est à partir du moment où on a l'encadré bleu, P rond Q égale moins Q rond P. Jusque là ça va, il ne faut pas conclure trop vite. Et la difficulté arrivée en bleu là, l'idée c'est on compose à gauche, on compose à droite, on obtient des nouvelles égalités. Et dans ces nouvelles égalités, à un moment donné, quelle que soit la méthode dont vous allez vous y prendre, si vous faites les choses bien, si vous ne tournez pas en rond, eh bien vous allez obtenir deux objets, deux composés qui sont égales et aussi égales à leur composé, et à leur opposé, pardon. Égales et égales à leur opposé. Donc si à un moment donné vous avez des applications linéaires qui sont égales mais qui sont aussi égales à leur opposé, évidemment, c'est que ces applications linéaires sont nulles. Et donc, entre autres, parmi ceux qui sont égales à leur opposé et égales à eux-mêmes, c'est donc P rond Q et Q rond P. Donc ils sont nuls. Ok. Alors dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Si on sait déjà que P rond Q est égal à Q rond P qui est égal à 0, dans ces cas-là, nous il faut démontrer que P plus Q est un projecteur. Pour démontrer que P plus Q est un projecteur, il faut calculer P plus Q rond P plus Q.
À nouveau, on distribue les différentes compositions. On utilise le fait que P est un projecteur, donc P rond P, c'est égal à P. Le fait que Q est un projecteur, donc Q rond Q est égal à Q. Et puis, par hypothèse, on a P rond Q qui est nul. Et par hypothèse, on a aussi Q rond P qui est nul. Donc, P rond Q plus Q rond P, c'est 0 plus 0, ce que j'ai écrit ici. Et donc, il va rester P plus Q. Et donc là, ça se passe très bien. Voilà pour le petit 1, donc là il y a un passage un peu subtil pour démontrer que P rond Q égale Q rond P égale 0. Donc l'idée c'est de composer, comme je disais, composer à droite, composer à gauche pour obtenir de nouvelles égalités. Alors petit 2, il faut démontrer que im de P plus Q, où est-ce qu'il est? Il est tout en bas, voilà. Im de P plus Q est égal à im de P plus im de Q. Donc c'est ce qui est encadré en bas ici. Je vais remonter un petit peu. Alors en fait, il y a deux choses à démontrer, là il faut faire attention. Il faut bien démontrer l'égalité, et puis aussi il faut démontrer que la somme est bien directe. Donc ne pas oublier que de démontrer que la somme est directe. Donc j'ai commencé par démontrer que la somme entre im de P plus im de Q était bien une somme directe. Donc c'est l'égalité qui est ici. Bon, pour ça, pour démontrer que la somme est directe, eh bien c'est classique, on prend un vecteur qui appartient à l'intersection, donc qui appartient à im de P inter im de Q. On traduit ce que ça veut dire. S'il est dans im de P inter im de Q, c'est qu'il est et dans im de P et dans im de Q. S'il est dans im de P, ça veut dire qu'il a un antécédent que j'ai appelé xp. Donc le vecteur y a un antécédent xp par p, donc y est égal à un p de xp. Le vecteur y est dans l'image de q, donc il a un antécédent par l'application q que j'ai annoté xq, et donc y est aussi égal à q fois xq. Donc, maintenant, on veut démontrer que l'intersection est nulle, donc que le vecteur y est nul. Pour démontrer que le vecteur y est nul, il faut utiliser les hypothèses. Parce que sinon c'est faux, que im de p plus im de q en général n'est pas égal à... c'est pas une somme directe. Donc c'est vrai parce qu'on a des hypothèses supplémentaires, et l'hypothèse c'est que p rond q égale q rond p égale 0. Donc il faut faire intervenir p rond q, et il faut faire intervenir q rond p, ou au moins en tout cas l'un des deux. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le vecteur y? Le vecteur y c'est p de xp. Alors l'idée, pour faire intervenir p rond q ou q rond p, c'est de se dire, P c'est un projecteur, donc P est égal à P rond P. Ah, alors ouais, ça, voilà, là il y a une idée à voir. Mais puisque P de XP c'est P rond P de XP, c'est donc P de XP. Mais P de XP, c'est écrit juste au-dessus ici, P de XP c'est Y. Donc P de XP c'est P de Y. Et ça c'est intéressant parce que maintenant le Y, on peut le remplacer par Q de XQ. Donc on a un P de, non pas Y, mais, enfin non plus de Y, mais un P de Q de XQ, juste au-dessus de ma souris. Et là, on a bien fait, mis en valeur, on fait apparaître un P rond Q de quelque chose. Et P rond Q d'un vecteur, c'est le vecteur nul, puisque P rond Q est l'application nulle. Donc Y dans l'intersection est bien le vecteur nul, donc l'intersection est nulle, et donc la somme est bien une somme directe. Alors une fois qu'on sait que la somme est directe, donc ce qu'il faut démontrer c'est l'encadré, voilà, je laisse ici, l'encadré du bas, c'est-à-dire que la somme im de p plus im de q, qui est une somme directe, est égale à im de p plus q. Donc là maintenant c'est l'égalité qui ici, égalité de sous-espace vectoriel, qu'on va démontrer par double inclusion. Alors la première inclusion, donc ici, im de p plus q inclus dans im de p plus im de q, elle est simple. On prend un vecteur de im de p plus q que j'ai appelé y. On traduit ce que ça signifie. Si y est dans im de p plus q, alors il existe un vecteur x de e qui est son antécédent, c'est-à-dire que y est égal à p plus q de x. Mais p plus q de x, c'est égal à p de x plus q de x. Et là, on retrouve la somme de deux sous-espaces vectoriels. Et donc, on a bien un vecteur p de x qui est dans im de p, q de x qui est dans im de q. Donc, la somme des deux est dans im de p plus im de q. Donc, en fait, l'inclusion qui est ici n'a demandé l'utilisation d'aucune hypothèse. Donc, en fait, ça, c'est une inclusion qui est toujours vraie. Im de p plus q, quelles que soient les applications linéaires. On a juste utilisé éventuellement la linéarité, quoique non, même pas.
Mais bon, enfin, l'image, ça n'a de sens que si on utilise, que si on a des applications linéaires. Donc de toute façon, on est avec des applications linéaires. Mais donc, quelles que soient les applications linéaires P et Q, même si ce n'est pas des projecteurs, on n'a utilisé aucune hypothèse ici. Im de P plus Q est inclus dans Im de P plus Im de Q. Alors par contre, dans l'autre sens, hein, dans l'autre inclusion, là, on va avoir besoin d'utiliser les hypothèses, puisque il n'y a pas toujours égalité entre Im de P plus Q et Im de P plus Im de Q. Il faut être dans un cas un peu particulier, ce qui va être notre cas. Donc, on démontre l'autre inclusion. On prend un vecteur de l'ensemble de droite, c'est-à-dire de Im de P plus Im de Q. S'il est dans Im de P plus Im de Q. En un mot, Im de P plus Im de Q, c'est une somme de sous-espaces vectoriels. Donc notre vecteur Y se décompose en somme d'un vecteur du premier sous-espace Im de P, plus un deuxième vecteur que j'ai appelé Y2, du deuxième sous-espace Im de Q. Cette décomposition est unique grâce à ce qu'on a démontré au-dessus que la somme était directe, mais on s'en fiche, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la décomposition. Alors, Y1 est dans Im de P. Donc on traduit à nouveau ce que ça signifie. Y1 est dans Im de P, donc Y1 a un antécédent X1. Y1 est égal à P de X1. Y2 de même est dans Im de Q, donc Y2 a un antécédent que j'ai appelé X2, et donc le Y2 est égal à un Q de X2. Très bien, on a traduit les choses, maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer que notre vecteur qu'on avait pris, donc notre vecteur Y, on veut démontrer qu'il est dans Im de P plus Q. Et donc là, il y a une difficulté, puisque pour démontrer qu'il est dans Im de P plus Q, ça veut dire qu'il faut démontrer que Y est égal à P plus Q d'un certain vecteur. Et la question c'est, un certain vecteur, lequel? Quel vecteur prendre? Et il faut avoir une idée pour prendre un vecteur dont l'image sera Y. Alors là, on a fait apparaître Y1 et Y2 dans nos traductions, là juste avant, et donc l'idée, c'est de prendre Y1 plus Y2. Et donc de vérifier ou de justifier, on va démontrer que finalement Y est bien l'image de Y1 plus Y2 par P plus Q. Comme ça, on aura bien Y qui est dans l'image de P plus Q. Donc, j'ai pris le vecteur Y1 plus Y2, ça c'est l'idée, et regardez l'image par P plus Q. Donc il fallait prendre P plus Q d'un certain vecteur, et le certain vecteur c'est Y1 plus Y2. Donc là c'est P plus Q de Y1 plus P de Y1 plus Y2 plus Q de Y1 plus Y2. On utilise la linéarité de P et la linéarité de Q. Maintenant, Y1, on reprend sa définition. Y1 c'est P de X1. De même, Y2, c'est Q de X2, donc on retraduit. Et là, on fait apparaître du P rond P, on fait apparaître du P rond Q, on fait apparaître du Q rond P, on fait apparaître du Q rond Q. Le P rond P est égal à P, le Q rond Q est égal à Q, et on utilise l'hypothèse ici. P rond Q et de même Q rond P sont nuls. Ce sont les applications nulles, donc les images, ce sont les vecteurs nuls, voilà, qui apparaissent deux fois. Donc finalement, il va rester P de X1 plus Q de X2, P de X1 c'est Y1, Q de X2 c'est Y2, donc finalement il reste le vecteur Y. Donc le vecteur Y est bien l'image d'un certain vecteur par P plus Q. Donc le vecteur qu'on avait pris dans Im de P plus Q est bien dans Im de P plus Im de Q est bien dans Im de P plus Q. Voilà, donc là il y avait à nouveau une idée à avoir, et je termine l'exercice, puis après je répondrai aux questions si vous en avez. Donc après, il fallait démontrer, donc l'encadré du bas ici, que ker de P plus Q est égal à ker de P inter ker de Q. À nouveau, on a une égalité sous espace vectoriel. Il y a une inclusion simple, une inclusion compliquée. Donc j'ai pris de la gauche vers la droite, alors c'est la moins évidente. Donc on prend un vecteur x qui est dans le noyau de P plus Q. Il faut démontrer qu'il est dans le noyau de P et dans le noyau de Q. Alors s'il est dans le noyau de P plus Q, on traduit ce que ça signifie. Donc ça signifie que P plus Q de x, c'est le vecteur nul. Et P plus Q de x, c'est P de x plus Q de x. Donc P de x plus Q de x est égal au vecteur nul. Et nous, on veut démontrer que x est dans le noyau de P. Donc, il faut prouver que P de x est nul. Alors moi, je suis parti du vecteur nul ici. Le vecteur nul, c'était P du vecteur nul. Et le vecteur nul, je l'ai remplacé par ce qu'on a au-dessus, P de x plus Q de x. Ou pour le dire autrement, si vous voulez, l'égalité qui est là, je l'ai composée par P. Parce qu'en la composant par P, ça revient au même. Qu'est-ce qu'on fait apparaître? Eh bien, on fait apparaître P de x plus Q de x. Donc, on fait apparaître du P rond P. Et on fait apparaître du P rond Q. Le P rond Q, par hypothèse,
il est nul, et P rond P, par hypothèse, P est un projecteur, est égal à P. Donc il va rester P de X. Et comme tout ceci est égal au vecteur nul, eh bien on a bien que P de X est égal au vecteur nul. Voilà. Alors si P de X est égal au vecteur nul, d'après l'égalité qui est au-dessus, P de X plus Q de X égale vecteur nul, aussi le Q de X est nul, et donc P de X est nul, ça implique que X est dans le noyau de P, Q de X est nul, ça implique que X est dans le noyau de Q, donc X est dans le noyau de P, et dans le noyau de P, Q, il est bien dans l'intersection. Enfin, la réciproque, donc elle est beaucoup plus simple. En fait, la réciproque, vous allez voir qu'elle, je crois, fait appel à aucune hypothèse. Donc on prend un vecteur X qui est dans l'intersection des deux noyaux. Donc X est dans ker de P inter ker de Q. Donc s'il est dans ker de P, on traduit, ça veut dire que P de X est nul. Le vecteur X est dans le noyau de Q, donc on traduit, ça signifie que Q de X est nul. On veut nous démontrer que X est dans le noyau de P plus Q, donc on va calculer P plus Q de X. Par définition d'une application, ça vaut P de X plus Q de X, d'une application quelconque, hein, même pas linéaire. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune hypothèse utilisée. P de X est nul, Q de X est nul, donc la somme est nulle. Donc finalement, le vecteur X a bien pour image le vecteur nul par P plus Q. Donc le vecteur X est dans le noyau de P plus Q, et c'était ce qu'on voulait démontrer. Donc on a bien la double inclusion. Voilà, je fais une petite